Bonjour à tous, je m'appelle Diego et aujourd'hui nous allons examiner une autre situation terrible. Royal Caribbean était en mouvement dans les vastes étendues de la mer Égée, là où l'océan s'étend jusqu'au ciel et où l'horizon semble sans fin. Debout sur le pont, sentant la brise dans leurs cheveux et réfléchissant à cette nature magnifique, se trouvaient George Smith et Jennifer, un jeune couple récemment marié. Comme une immense existence pleine de projets et de promesses, la mer Égée s'étendait devant eux. Ce fut le début de leur voyage de mariage, qui évolua d'une croisière typique vers un mystère et une histoire. Le 5 juillet 2005, vers 8 heures du matin, Emily Rouch, 16 ans, de Chicago, se préparait pour une journée fraîche et ensoleillée dans l'une des cabines du pont 7 du navire de croisière Royal Caribbean. Emily a été alarmée lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange à l'extérieur de la fenêtre de sa cabine. Il a remarqué ce qui semblait être du sang éclaboussé sur le pont, qui agissait comme une sorte de bouclier pour le canot de sauvetage. Il a également remarqué une tache de sang tout près du bord de la verrière, comme si quelqu'un avait été blessé et y était tombé avant de tomber par-dessus bord. Emily ne pouvait ignorer cette découverte et s'est précipitée pour informer le personnel du paquebot des étranges empreintes de pas. De nombreux autres voyageurs venant de chalets voisins ont également été confrontés à ces indicateurs alarmants. Sur le pont 7, une conversation animée et fascinante a commencé sur ce qui aurait pu se passer. Cela a déclenché un récit qui, quelques jours après le départ d'un jeune et joyeux couple pour leur voyage de noces à travers la Méditerranée, a fait la une de nombreux magazines étrangers. La joie des jeunes a été brusquement interrompue par un incident horrible et inexplicable qui a eu lieu dans la cabine 9062. De nombreux récits contradictoires sur ce qui s'est passé, allant d'un accident à un possible vol et à un possible meurtre délibéré, ont rendu l'enquête policière difficile à résoudre. De nombreux suspects, cachant chacun leurs propres secrets, ont été identifiés grâce aux empreintes digitales et aux preuves recueillies à bord. Apparemment, beaucoup de gens sur le transatlantique en savaient bien plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Que s'est-il réellement passé à bord pendant cette nuit noire? Les journalistes, les détectives et tous ceux qui s'intéressent à cette histoire énigmatique se posent cette question. George Smith était un jeune homme heureux, curieux et intelligent. Il est né dans le petit village de Greenwich, dans le Connecticut. George a toujours entretenu une relation étroite avec ses parents et sa sœur Bray, et son éducation a été remplie de l'amour et du soutien de sa famille, ce qui était sa première priorité. Son père George Smith Sr. possédait et exploitait un commerce d'alcool. Pour lui, l'entreprise familiale était une véritable passion et pas seulement un métier. Le jeune George Smith est diplômé avec distinction du Babson College du Massachusetts en 2000 avec un baccalauréat en commerce. Après avoir obtenu son diplôme, il a passé plusieurs années à travailler comme analyste en exploration de données informatiques à Boston. Mais l'entreprise familiale a toujours eu une place particulière dans son cœur. George a pris la décision éclairée de rentrer chez lui et d'aider ses parents à gérer le magasin. Il allait apprendre les tenants et les aboutissants de l'entreprise familiale sous la tutelle de son père pour éventuellement reprendre le magasin et offrir à ses parents des vacances bien méritées. George Smith a rencontré la femme qui allait devenir sa partenaire de vie en 2002 alors qu'il assistait à une réunion entre amis. Jennifer, qui était également originaire du Connecticut, s'était récemment vue offrir un poste d'enseignante dans une école primaire. Comme George, elle était intelligente, attirante et motivée. Les jeunes étaient tombés profondément amoureux les uns des autres. L'élu de George a également ravi les parents de George. Le couple a pris la décision de se marier et d'entamer un nouveau chapitre de leur vie 3 ans plus tard, en 2005, alors que George avait 26 ans. Leur cérémonie de mariage a eu lieu sur la plage du Castle Island, située dans la charmante ville de Newport, Rhode Island. C'était le cadre idéal pour un jour aussi important dans leur vie. Les jeunes mariés ont choisi une croisière de luxe, l'un des magnifiques navires de Royal Caribbean, comme vacances de mariage juste après la cérémonie. Naviguer sur les eaux magnifiques de la mer Égée faisait partie du voyage de 12 jours. Ils ont commencé leur voyage à Barcelone le 29 juin et ont fait escale sur la côte italienne et sur la côte d'Azur. George et Jennifer se sont rapidement liés d'amitié avec un jeune homme californien nommé Askin et un autre couple sur le paquebot. George s'est rapidement lié d'amitié avec Josh Askin, un homme de 20 ans doté d'un sens de l'humour aiguisé, et les deux ont continué à apprécier la compagnie de l'autre. Lorsque le paquebot a accosté au large des côtes italiennes le 1er juillet, ils ont pris la décision de débarquer ensemble et de s'amuser. 4 jeunes ont passé tout le mois de juillet à explorer l'île, à flâner dans les rues sinueuses de la vieille ville, à nager dans la mer Égée la plus pure et à déguster des plats locaux dans des tavernes pittoresques. Joyeux et optimistes, ils se sont bien amusés et ont l'atmosphère de cet endroit génial. Mykonos leur a laissé des souvenirs inestimables et ils comptaient bien continuer à s'amuser ensemble sur le pont du paquebot ce soir. George et Jennifer ont repris contact avec leurs amis sur le paquebot après un repas romantique. Pour commémorer cette région unique au monde, la joyeuse compagnie a pris la décision de se réunir et de bien rire. Ce soir-là, il y a eu beaucoup d'émotions et de rires.
Josh Askin a rejoint les jeunes mariés alors qu'ils dégustaient de délicieux apéritifs et boissons avant de se rendre au Transatlantic Casino pour s'amuser. Josh et George aimaient s'asseoir à la table de craps. Jennifer adorait jouer à la table de poker et elle se divertissait également pendant la partie. Malheureusement, les jeunes mariés avaient perdu une somme d'argent considérable en fin de soirée. Comme c'était leur lune de miel, ils ont plaisanté en disant qu'ils allaient perdre. Les amis auraient pris la décision de continuer la soirée après la fermeture du casino. L'une des nombreuses caméras de sécurité du paquebot a capturé la dernière vidéo de George à 2h30 du matin. George n'est pas retourné dans sa cabine, même si la vidéo le montrait en train de quitter le casino. Un étrange complot a commencé à se préparer sur l'île grecque de Mykonos aux petites heures du 5 juin 2005. George Smith, 26 ans, jeune marié, a disparu alors qu'il effectuait une croisière dans la mer Égée avec sa femme Jennifer. George appréciait apparemment l'atmosphère animée et opulente du navire la nuit dernière. Cette nuit-là, tout semblait innocent, mais les conséquences furent bien plus sinistres. Le capitaine du navire a inspecté la cabine, le pont et la fenêtre sous laquelle d'étranges empreintes de pas avaient été découvertes. La cabane était vide de monde. Les preuves accessibles et les empreintes de pas suggèrent qu'un incident majeur s'est produit. Les violences étaient liées à la possible disparition des couples. Tous les invités du paquebot apprirent bientôt la nouvelle. Une alerte a été lancée à bord. Les événements étranges ont inquiété les passagers. Le 7e pont était bouclé. Personne n'était autorisé à entrer ou à sortir de sa cabine. Pour tenter de retrouver George et Jennifer disparus, l'équipage du navire a inspecté tous les établissements du paquebot. On pensait que les jeunes mariés avaient soudainement disparu après la découverte du sang. L'officier supérieur décide de prendre les choses en main et se rend dans sa cabine pour savoir ce qui se passe. On pensait que George était peut-être tombé sur le côté du navire, sur la base de toutes les preuves trouvées. Pendant ce temps, les recherches étaient toujours en cours pour retrouver le jeune couple du côté opposé du navire. Jennifer a été découverte en train de recevoir un massage qu'elle avait prévu au spa du navire à 10h du matin. Son regard exprimait un profond sentiment d'émerveillement et d'anxiété. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas vu son mari depuis la nuit précédente et qu'elle ne savait pas où il se trouvait. Jennifer a révélé que son conjoint n'était pas présent à son réveil ce matin. Comme il avait passé la nuit chez des amis et qu'il se trouvait dans une autre cabane le matin, elle ne trouvait pas cela étrange. Au lieu de chercher son mari, elle est allée se faire soigner au SPA, indifférente à son absence. Les autorités turques sont montées à bord du navire à midi pour ouvrir une enquête. Le capitaine du navire, rassurant les passagers nerveux, a déclaré qu'une collaboration avec les autorités locales était nécessaire en raison des événements inhabituels. Il s'est dit optimiste quant au fait que l'affaire serait résolue rapidement et a souligné qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour clarifier les circonstances. Jennifer, l'épouse de l'homme disparu, a été la première personne interrogée par la police. Elle était la principale suspecte en raison de son humeur frénétique et de son apparente ignorance de son mari. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas vu George depuis la nuit précédente et que des officiers de Royal Caribbean en uniforme blanc avaient frappé à sa porte, l'avertissant que son mari était peut-être tombé par-dessus bord. De plus, ils ont vu des taches de sang sur la tow du bateau, et il n'y avait alors aucun doute. George avait subi un sort horrible. Les enquêteurs ont examiné la cabine 9062 du bateau de croisière. La cabane était en désordre. Cela aurait pu être le résultat d'une lutte ou même d'une recherche précipitée. Des empreintes digitales ont été découvertes sur la balustrade du balcon et de petites gouttes de sang sur la serviette et le tapis de la salle de bain. De plus, les détectives turcs ont découvert 2 petites taches de sang de 2 cm de long sur la couette. Ces échantillons ont été reconnus. George possédait le sang. Avant sa disparition inexpliquée, George avait été traumatisé dans la cabine, selon toutes les preuves disponibles. Les enquêteurs ont été particulièrement frappés par une chaise sur le balcon, qui avait été repositionnée pour permettre de s'asseoir près de la balustrade. La main courante portait des marques suggérant que quelqu'un s'était assis dessus. Beaucoup, y compris le capitaine du navire, soupçonnaient que George était peut-être tombé du balcon. Cependant, la haute rampe et le sang trouvé à l'intérieur de la cabine et sur l'auvent du bateau suggèrent en outre qu'un meurtre a été commis. Dans le but de déterminer avec qui George sortait et ce qui aurait pu causer cette catastrophe, les enquêteurs ont commencé à reconstituer les événements de cette nuit-là. Même si l'enquête ne faisait que commencer, il était clair qu'il s'agissait d'une histoire compliquée et sinistre, pleine d'énigmes et de rebondissements surprenants. La première chose que la police turque a faite lorsqu'elle est montée à bord du navire pour commencer à enquêter sur la disparition de George Smith a été d'interroger les garçons avec lesquels les jeunes mariés avaient passé la nuit précédente. Chaque détail pourrait jouer un rôle crucial pour résoudre l'énigme qui entoure toujours l'incident. Les membres de la troupe ont déclaré que George et Jennifer avaient trop bu cette nuit fatidique. Ils ont dit que George était ivre et l'ont aidé à regagner sa cabine, où ils l'ont mis au lit, lui ont enlevé ses chaussures et l'ont laissé seul.
De plus, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu localiser Jennifer et ont supposé qu'elle était retournée au chalet. Cependant, le témoignage de Josh Askin comporte plusieurs incohérences. Il a spécifiquement déclaré avoir vu Jennifer partir avec Lloyd, un employé du casino. Josh pensait que les deux avaient un lien profond et n'en avait même pas honte pendant que George était là. Mais selon les preuves de surveillance, Jennifer est partie en titubant à 3h30 du matin, laissant George et ses nouveaux amis. Les détails de la carte d'accès de Lloyd montraient qu'il était retourné à sa cabine à 3h25 du matin. Ce qui a été vérifié par sa petite amie, qui l'a réveillé en entrant dans la cabine. Les enquêteurs étaient encore plus perplexes face à ces disparités et ont commencé à soupçonner que Josh Askin aurait pu avoir des raisons personnelles de dissimuler certaines informations cruciales. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, le mystère entourant l'histoire grandissait à chaque nouveau détail. Greg Rosenberg, un jeune homme de 19 ans, s'amusait avec sa famille et ses amis lors de vacances sur un paquebot. Étaient présents Zach Rosenberg, son cousin, et Rostislav Kaufman, un ami proche. Malgré leur ascendance russe, tous trois étaient citoyens américains et résidaient à New York. Jennifer et Greg Rosenberg ont décidé de s'essayer au poker au casino, là où la fête a commencé. Le groupe de gars a décidé de continuer à s'amuser ensemble après la fermeture du casino à 2h30 du matin. À 13h, après que leur jeu mutuel se soit poursuivi tard dans la nuit. Ils ont continué à danser et à boire en se dirigeant vers la discothèque. Le directeur du casino, Lloyd Botta, a également été observé avec eux. Les jeunes ont continué leur représentation nocturne et il s'est joint à la fête. Puis, alors que chaque membre du groupe commençait à se disperser lentement vers ses cabines, les récits des témoins sur les événements de la nuit ont commencé à changer. Les jeunes étaient visiblement ivres et indisciplinés, et il était déjà tard dans la nuit. Lorsque le personnel du paquebot a refusé de servir deux invités ivres, les jeunes hommes se sont souvenus qu'ils avaient emporté une bouteille d'absinthe qu'ils avaient achetée en se promenant sur l'île de Mykonos. Cela était conforme aux règles d'ordre du navire, qui exigent que les livraisons soient bloquées pour ceux qui font du bruit et se comportent de manière inappropriée. Cependant, il était interdit aux passagers de la croisière de consommer de l'alcool par eux-mêmes. Josh retourne finalement dans sa cabine, qui se trouvait sur le même pont, pour récupérer une bouteille spéciale d'absinthe qu'il prétend avoir prévue. Avec une teneur en alcool de plus de 70%, l'absinthe s'est révélée exceptionnellement puissante et compte parmi les boissons les plus fortes du marché. George décide d'aider son ami et cache la bouteille sous la ceinture de son short. Un concierge avisé a découvert quelque chose d'étrange après 3h du matin, alors que le paquebot était déjà complètement silencieux. Greg, Zach, Rostislav, Josh et George faisaient partie des jeunes hommes buvant leur bouteille d'absinthe. Cette situation n'est pas passée inaperçue et a été ajoutée au champ de l'enquête. Mais les garçons n'étaient pas les seuls à être ivres ce soir-là. Au début de la nuit, Jennifer semblait calme et sobre, mais elle a commencé à changer considérablement. Il a commencé à trébucher et s'est même appuyé sur Lloyd, le directeur du casino, à un moment donné. Les témoins avaient des opinions différentes sur son comportement. Alors que certains l'ont interprété comme du flirt, d'autres ont déclaré qu'elle essayait de maintenir l'équilibre. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé ensuite entre les jeunes époux. Selon des témoins, il y aurait eu une dispute entre le couple. À un moment donné, Jennifer a frappé George, peut-être en plaisantant ou au cours d'une conversation sérieuse sur la veille. Il n'était pas clair si cela avait été fait par plaisanterie ou par colère. Ensuite, Jennifer a quitté le club. Jennifer a quitté la salle de divertissement vers 3h30 du matin. Trébuchant et visiblement ivre, laisse George avec ses nouveaux amis. Cette nuit-là, ce fut le tournant. Les témoignages des témoins du personnel ont été cruciaux pour révéler les détails de l'incident. Le concierge, qui avait regardé plutôt les jeunes profiter de leur absinthe, se tourna pour regarder Jennifer alors qu'elle chancelait dans le couloir. Il l'a soutenue, l'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur et l'a regardée tourner à droite alors qu'elle atteignait son pont. Il y avait cependant une étrange disparité. Elle partit en sens inverse, bien que sa cabine fût à gauche. Plus tard, ils découvrirent Jennifer somnolente dans le couloir, loin de sa chambre. Un officier de service et deux gardes l'ont ramenée dans sa chambre. Il était déjà 4h52 du matin lorsqu'ils arrivèrent, mais George n'était pas là. Malgré la brise, les rideaux soigneusement tirés des portes des balcons sont restés en place. Cela a amené les gens à se poser des questions. Lorsque les nouveaux amis de George le laissaient au lit, pouvait-il sortir seul sur le balcon? Chi-Iman, le chef adjoint de la police, et sa femme dormaient dans une cabane voisine lorsqu'ils ont observé ce qui se passait. Même si le couple dormait depuis un moment, il était 4h du matin. Un bruit au sol les réveilla brusquement. Le couple séjournait dans la cabine 9062 lorsqu'ils ont d'abord entendu des bruits forts. Chi-Iman a immédiatement signalé le bruit au service client. Il y a également eu un moment de silence pendant lequel il a crié après ses voisins et frappé contre le mur. 3 minutes plus tard, il y a eu une forte bagarre sur le balcon,
suivies de conversations plus bruyantes. Comme pour chasser quelqu'un de la cabane, Shi et sa femme ont entendu quelqu'un lui dire bonsoir à plusieurs reprises. Après cela, il y a eu une forte détonation qui ressemblait à la chute d'un objet, suivie par des bruits de meubles en mouvement. Shi Iman a ouvert la porte pour voir ce qui se passait. 3 hommes non identifiés ont retenu son attention. Aucun des témoins n'avait de preuves concrètes qu'une femme se trouvait dans la cabine à ce moment-là, mais plusieurs autres passagers ont également décrit avoir entendu un bruit sourd qui ressemblait à celui d'un corps heurtant la verrière du navire, suivi du cri d'une femme. Seuls 3 des 4 jeunes hommes qui seraient entrés dans la cabane étaient visibles à leur sortie. On s'est demandé si l'un d'entre eux était resté à l'intérieur et avait demandé de l'argent aux jeunes mariés, qui voulaient peut-être voler les voleurs après avoir gagné gros au casino. L'explication la plus probable est une tentative de vol raté. Cependant, les 3 gars, Greg, Zach et Rostislav, qui étaient censés se trouver dans une autre cabine quelques minutes après que Shi Iman ait vu les 3 gars non identifiés, avaient des alibis. Selon leurs témoignages, les garçons sont entrés dans la cabane de George vers 4h05, comme le confirment les enregistrements des cartes clés. Cependant, on n'a pas observé qu'ils retournaient à l'intérieur de la cabine. En conséquence, de nombreuses idées circulent sur le sort possible de George Smith. Première version. Vol. L'un des principaux est le scénario hypothétique du vol. Bien que George et Jennifer aient semblé s'enivrer assez rapidement ce soir-là, des témoins ont rapporté qu'ils semblaient assez sobres lorsqu'ils ont quitté le casino à 2h30 du matin. Ils n'ont toutefois pas pu regagner seuls leur cabine vers 3h30, ce qui peut indiquer qu'ils avaient été exposés à des stupéfiants illicites. Les témoignages d'autres clients du casino, qui affirment que George et Jennifer ont parlé librement de la possession de grosses sommes d'argent, peut-être comme cadeau de mariage ou comme gain de jeu, soutiennent cette idée. Bien que les estimations des témoins sur sa richesse variaient, elles s'élevaient toutes à des dizaines de milliers de dollars. Bien sûr, ils ont peut-être été volés. Ils étaient clairement riches parce que Jennifer avait une belle bague de fiançailles et George une montre Breitling coûteuse. Peut-être qu'ils ont échangé leurs pièces à la recherche de cet argent. Les efforts du ravisseur pour retirer la montre inestimable du poignet de George sont probablement à l'origine des taches de sang sur le drap. Version 2. L'action de l'alcool. Le deuxième récit d'événements liés aux effets des hallucinogènes et de l'alcool. Le capitaine a conclu qu'il pouvait y avoir eu un accident involontaire, comme la chute de George par-dessus bord lors de l'altercation, après avoir découvert l'ivresse des invités et leurs empreintes de pas sur le balcon. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si des hallucinations surviennent et si l'ingestion d'absinthe pourrait les rendre dangereuses. Les experts en toxicologie soulignent que la concentration du principe actif, en l'occurrence la thuyone, détermine tout. Bien que cette boisson soit actuellement vendue dans plusieurs pays européens, les restrictions de l'Union européenne limitent sévèrement sa concentration. Cela indique que la quantité de thuyone dans l'absinthe officiellement commercialisée est si faible qu'elle ne peut pas produire d'hallucinations. Cependant, l'absinthe produite illégalement est vendue sur le marché noir à des concentrations beaucoup plus élevées, ce qui peut théoriquement provoquer des hallucinations. Étant donné que l'absinthe achetée par les Smiths a été achetée légalement en Europe et n'a pas pu avoir de tels effets, cela semble peu probable dans ce cas. Les experts affirment que l'utilisation d'absinthe légitime pour produire des effets psychédéliques nécessiterait d'en consommer une quantité énorme, à tel point que le corps pourrait à peine la supporter, et que cela entraînerait presque certainement une intoxication alcoolique mortelle. Par conséquent, l'explication du rôle de l'alcool et des hallucinogènes dans ce cas est peu plausible et n'est pas étayée par des données solides. Dans le cas de la disparition de George Smith, l'interrogation de partenaires commerciaux potentiels constitue un élément crucial de l'enquête. Jennifer et le directeur du casino, Lloyd Botta, figuraient parmi les principaux acteurs de cette affaire qui ont été soumis à une polygraphie par les enquêteurs du FBI. Tous deux ont réussi à passer le test polygraphique. Josh Askin, cependant, a échoué au test polygraphique. Cela pourrait signifier qu'il avait des secrets sur la disparition de George, mais cela pourrait aussi signifier qu'il a été soumis à des techniques d'interrogatoire spécifiques pour obtenir plus d'informations. De plus, une cassette vidéo de 3 hommes, dont des Russes, plaisantant sur ce qui s'était passé, était présente. Les enquêteurs du FBI ont examiné cet audio, qui s'est avéré être une preuve importante. Nous lui avons appris à faire du parapente sans parachute, a déclaré l'un des hommes anonymes sur la bande. Cette phrase pourrait faire allusion à une blague ou à un incident impliquant George. Dans le cadre de l'enquête sur la mort inexpliquée de George Smith, les enquêteurs du FBI ont examiné Greg, Zach, Rostislav et Josh Askin comme témoins en 2009. Josh Askin et Zach Rosenberg ont utilisé le 5e amendement des États-Unis et ont refusé de donner des réponses directes. La liberté de ne pas témoigner contre soi-même est garantie par la Constitution. Il semble qu'ils n'aient pas pu ou pas voulu donner une description complète de ce qui s'est passé et que leur témoignage est resté vague. Le témoignage de Greg Rosenberg, l'un des jeunes hommes qui accompagnaient les invités ce soir-là, a également eu un impact sur l'enquête de George Smith.
Le principal alibi des garçons russes, selon lui, est qu'ils ont demandé que de la nourriture soit apportée dans leur cabane ce jour-là. Cependant, cette affirmation contient des incohérences. De telles commandes ne sont pas étayées par des enregistrements dans les registres de service du navire, et le service de livraison avait été interdit depuis sa cabine la veille. On leur a même dit de ne recevoir aucun service des travailleurs cette nuit-là. Greg ne peut pas confirmer quel passager dans le cockpit a donné les ordres. En fonction de leurs observations et de leurs souvenirs, les témoins ont donné des réponses différentes lorsqu'on leur a posé des questions sur la nature de la relation entre George et Jennifer. Greg a déclaré qu'il était difficile d'évaluer la qualité de la connexion des jeunes mariés en raison de leur consommation constante d'alcool. Tout le monde dans le groupe était très ivre, a-t-il souligné. Il n'a pas été en mesure de porter un jugement ferme sur la nature de leur relation sur la base de son témoignage. Selon Josh Askin, Greg a commandé le dîner puis a quitté la cabine. Greg, cependant, a réfuté cette affirmation et a déclaré qu'il n'était jamais parti. Ces incohérences ont ajouté à la complexité de l'enquête et ont nécessité des enquêtes et des vérifications supplémentaires. Greg a insisté sur le fait que la disparition de George n'était pas un accident, mais il était crucial de noter qu'il n'était au courant d'aucune implication de Lloyd Botha ou de Jennifer. Selon le jeune homme, quelque chose d'étrange s'est produit cette nuit-là et cela a fini par devenir public. Greg Rosenberg a été assassiné en décembre 2019 et la cause de son décès est encore inconnue. Les enquêteurs étudient un lien possible entre la mort de George Smith et son meurtre. La disparition énigmatique de George Smith est devenue un véritable mystère qui a touché sa famille. La situation est devenue de plus en plus complexe. Après cette catastrophe, le public et les forces de l'ordre ont pris conscience des agissements des membres de la famille. La famille Smith a persisté à faire pression sur le gouvernement pour qu'il révèle les faits et rende justice. Le bureau du FBI à New York a pris en charge le cas de la disparition de George du bureau extérieur du Connecticut. Sa persévérance, plus important encore, sa capacité à attirer l'attention du public par le biais des médias n'ont guère abouti. La famille a offert un prix de $100 000 pour toute information susceptible d'aider à identifier et à arrêter les personnes impliquées dans la tentative de résoudre ce sinistre mystère. Un boycott des activités de l'armateur a également été demandé, car il pensait qu'il cherchait à cacher ce qui s'était passé pour maintenir ses bénéfices. La relation des parents avec Jennifer, la jeune épouse de George, était tendue. Après l'incident, une analyse détaillée de son comportement a commencé. Elle semblait trop calme et contrôlée en public. Sa réserve et son refus de révéler suffisamment de détails ont éveillé les soupçons. Il a affirmé qu'il faisait simplement ce qu'on lui disait et qu'il obéissait aux agents du FBI. Lorsque Jennifer a accepté une offre du tribunal pour régler de manière indépendante le procès pour $1 million, la famille Smith, en quête de justice et de vérité, a finalement perdu confiance en elle. Ils ont considéré cette action comme une trahison et un débouché pour de nouvelles accusations contre le bateau de croisière. La famille Smith pensait que Jennifer avait accepté l'offre trop rapidement et était mécontente du manque de transparence de l'enquête menée par les autorités turques. Ils pensaient que Jennifer cachait quelque chose et ne faisait pas preuve d'une curiosité suffisante pour connaître la vérité. Après 2h30 du matin de cette nuit-là, Jennifer a déclaré qu'elle ne se souvenait de presque rien. Et elle ne savait pas que les employés du paquebot l'avaient découverte dans le couloir et l'avaient ramenée dans sa cabine. La confiance de la famille Smith dans la justice n'a pas été confirmée par l'enquête turque. Ils ont décidé de prendre les choses en main et ont demandé l'aide du médecin légiste indépendant Henry Lee parce qu'ils avaient des doutes sur les conclusions officielles. L'enquête officielle n'a pas inclus le travail d'Henry Lee, qui a mené une série d'examens dans la cabine et sur le balcon. L'une des deux principales interprétations des événements, meurtre ou accident, pourrait être confirmée par ces enquêtes, qui fourniraient également des détails importants sur ce qui s'est passé. Henry Lee affirme qu'une chute du balcon n'est pas prouvée en raison de sa hauteur. George aurait pu grimper tout seul sur la chaise et tomber, ou il aurait pu être dans une sorte d'état fou, ou quelqu'un d'autre aurait pu le pousser. La dernière version soulève cependant de nombreux problèmes et incertitudes. Le propriétaire du paquebot a rejeté la proposition de l'expert d'utiliser un mannequin dans une expérience imitant une chute d'un balcon. Selon la famille de George, cela avait pour but de contrecarrer leurs efforts pour découvrir la vérité. Henry Lee a également mené des recherches sur le navire, dans la cabine et sur le balcon, mais les résultats de ces études n'étaient pas accessibles au public. Le FBI est intervenu et a en même temps ouvert sa propre enquête. De plus, bon nombre de ces découvertes sont encore inconnues. Les 4 jeunes hommes restés avec George, Josh Askin et les 3 Russes Greg, Zach Rosenberg et Rostislav Kaufman, étaient évidemment les principales cibles du FBI. Le scénario était particulier et déconcertant, car son témoignage contredisait principalement celui des autres témoins. Il reste encore beaucoup à apprendre sur les mystérieuses circonstances entourant la disparition de George Smith. La famille Smith et ses proches s'efforcent toujours de découvrir la vérité après une longue enquête et de nombreuses théories.
Ils ont augmenté le montant de la réclamation contre la société après avoir d'abord eu des soupçons à l'égard de Jennifer, mais ont ensuite été persuadés de son innocence. La famille a reçu une partie de cette somme et a pu rendre publics les résultats de l'enquête de la compagnie maritime, y compris les témoignages et d'autres informations. En souvenir de son premier conjoint, Jennifer s'est engagée dans des causes philanthropiques en son honneur, essayant toujours de faire le bien. Il s'est remarié quelques années plus tard. Le FBI n'a jamais découvert la véritable cause de l'incident ni l'endroit où se trouve le corps de George, malgré tous ses efforts et de longues enquêtes. L'événement a finalement été déclaré accidentel et l'enquête a été close. Selon le communiqué officiel du Federal Bureau of Investigation, le FBI a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre l'enquête. La disparition de George Smith reste un mystère. Sa famille cherche toujours à savoir ce qui l'a tué. Les proches de George sont dévastés par l'incapacité de lui rendre hommage lors de ses funérailles, mais ils ne perdent jamais confiance qu'ils pourront éventuellement résoudre l'énigme et découvrir la vérité. Merci d'avoir regardé tout le monde. Diego était avec toi. Abonnez-vous à la chaîne, car il y a encore de nombreuses histoires effrayantes à venir.